Il a mangé chez sa fiancée et a vu son propre enterrement. Les histoires de Plovdiv. Kevin ferma sa chemise comme on ferme un testament. Bouton après bouton. L'horloge murale affichait 18h07. Il avait encore 20 bonnes minutes avant le départ. Mais son cœur, lui, roulait déjà à tombeau ouvert. La pièce était calme. Il jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir du placard. Il était prêt. Il s'assit un instant sur le lit. Une bouffée d'images remonta comme une fièvre. 4 mois plus tôt, Kevin vivait comme beaucoup de jeunes de la ville, debout tôt, couché tard et souvent fauché. Ses journées étaient partagées entre livraison de colis sous le soleil et petits boulots en intérim. Mais Kevin avait la tête haute. Il avait ce feu dans le ventre que la pauvreté n'éteint pas, celui qui fait dire « un jour, moi aussi ». C'est au bout de l'une de ces longues semaines, un samedi soir, qu'il avait pris son service au Moon Palace, une boîte de nuit réputée pour n'ouvrir ses portes qu'à ceux qui savaient payer cher. Kevin y était portier. Il connaissait bien les regards dédaigneux, les gens qui ne te disent pas bonsoir parce que tu portes un gilet de sécurité. Mais ce soir-là, tout changea. Elle est arrivée vers 23h. Une voiture noire aux vitres teintées s'est arrêtée juste devant l'entrée. 3 filles en sont descendues, mais c'est elle qui tenait l'air entre ses doigts. Jessie, une peau lisse, qui brillait même sans lumière. Mais ce n'était pas sa beauté qui frappait le plus, c'était sa présence. Elle marchait comme quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de demander quoi que ce soit 2 fois. Elle la regardait droit dans les yeux. « Tu bosses ici ou tu es juste une décoration d'entrée ?» demanda-t-elle en souriant. Kevin eut un petit rire. « Je travaille ici, mais j'avoue, je suis aussi décoratif. » Elle éclata de rire. Il sentit son estomac se tordre sans fin. Elle ouvrit son sac, sortit son téléphone et le lui tendit. « Tape ton numéro ici. Et ne me fais pas regretter. » Puis elle disparut à l'intérieur, dans les néons et le son. Il resta là, bêtement figé avec un sourire, le cœur au bord des lèvres. Le lendemain, elle écrivit en premier. « Brunch demain 11h. Je t'envoie la position. » Kevin passa la nuit éveillé. Le lendemain, elle l'attendait dans un restaurant flottant au bord du fleuve. Elle parlait peu, mais elle regardait fort. Et dès ce jour-là, tout s'accéléra. Une vie à laquelle il n'avait jamais goûté. Les jours passaient. Jessie l'appelait souvent. Juste pour entendre sa voix, disait-elle. Elle l'écoutait parler de ses galères, parler de son rêve de créer une entreprise de livraison à moto. Un soir, elle lui envoya 50 000 francs pour réparer ses freins. Un autre, elle lui offrit une paire de baskets de marque, sans occasion particulière. « Quand tu marches, j'aime que tu sois à l'aise. Tu portes déjà assez de poids. » Il sortait souvent, dans des bars à cocktails, virés en bord de mer. Elle l'emmenait, le présentait comme son homme, toujours fier, toujours collé à lui. Et surtout, elle payait tout, elle assumait toutes les dépenses. Kevin avait l'impression de vivre dans un rêve dont il ne connaissait pas la date d'expiration. Lui, le débrouillard, l'enfant sans nom qui rêvait sous les néons, dans son cœur, il croyait que c'était ça, l'amour. Parfois, il se demandait comment une fille comme elle pouvait s'intéresser à lui. Mais chaque fois qu'il osait poser la question, elle lui répondait en le fixant droit dans les yeux « Parce que tu es pur et parfait, et moi, j'aime ce qui est pur. » Un mercredi matin, Jessie lui rendit visite, comme elle a l'habitude de faire. « Mes parents veulent te voir, ce dimanche, 19h, » déclara Jessie. Kevin était resté figé, le regard dans le vide. Il aurait dû être heureux, flatté même. C'était le genre d'étape qu'un homme attend dans une relation. Mais quelque chose, dans son ventre, refusait de se réjouir. « Et si c'est trop tôt ?» avait-il osé dire. « Trop tôt pourquoi? Tu crois que tu vas rester mon petit secret indéfiniment ?» avait répondu Jessie. « Non, mais, je veux dire, tu es une fille bien, ta famille a l'air élevée, moi je suis juste. Tu es juste l'homme que j'ai choisi. Et crois-moi, chez moi, on ne discute pas mes choix. » Et Kevin, comme souvent avec elle, s'était retrouvé à plier devant une certitude qui n'était pas la sienne. Et puis, le jour suivant, Jessie déposa une boîte noire sur sa table. « Voici ce que tu porteras le jour où tu rencontreras mes parents. À l'intérieur, un ensemble de tenues et des mocassins bruns. » Elle ajouta avec un clin d'œil « Je veux qu'il voie ce que j'ai choisi, et je choisis bien. » Kevin en avait le souffle coupé. Le dimanche arriva trop vite, et c'est ainsi qu'il se prépara pour le rendez-vous. Il prit alors un taxi et se rendit à l'endroit indiqué. Le quartier était différent de tout ce qu'il connaissait. La villa était au bout d'une impasse, grande, parfaite. Kevin descendit de la voiture. Le portail s'ouvrit sans bruit. Une domestique, sans un mot, lui fit signe d'entrer. Il entra dans le salon. Et là, le contraste. Luxe discret mais imposant. « Kevin, mon chéri !» lança Jessie depuis l'escalier. Elle descendit lentement, sourire lumineux. Elle l'embrassa avec douceur, attendit quelques minutes, puis se retourna vers ses parents qui arrivaient à ce moment.
« Papa, maman, voici l'homme dont je vous ai parlé. » Il souriait. « Bienvenue, jeune homme, » dit le père en lui serrant la main. « Vous avez trouvé facilement ?»« Oui, merci. Très belle maison. » « C'est Jessie qui a insisté pour cette rencontre, » ajouta la mère. « Vous savez, elle n'invite pas n'importe qui ici. » Ils rient doucement, tous les trois, en même temps. Kevin rit aussi, par réflexe. Jessie le prit par la main. « Viens, on passe à table. » Il la suivit et s'assit à table. La table était dressée avec un soin presque religieux. « J'espère que tu as faim, mon cœur, » murmura Jessie. « Maman a fait ton plat préféré. »« Mon plat préféré ?» demanda-t-il doucement. « La sauce avec viande de brousse. Tu m'avais dit un jour que tu en raffolais quand tu étais petit. » Kevin tenta de se souvenir. Il n'avait jamais dit ça, mais il sourit pour ne pas faire mauvaise impression. Il prit une bouchée. La sauce était épaisse, légèrement amère. La viande avait une texture étrange, moelleuse, presque trop tendre. Il voulait demander de quelle viande il s'agissait, mais il n'avait pas osé. « C'est très bon », dit-il avec un sourire nerveux. La mère de Jessie leva les yeux vers lui, puis hocha lentement la tête. « Mange bien, mon fils. Il faut que tu aies des forces pour la suite. » Kevin releva les yeux. « Pardon ? La suite du repas, bien sûr, » intervint le père en versant du vin dans son verre. « Nous avons encore le dessert. » Ils rirent ensemble doucement. Kevin mangea encore, sans faim. Plus il mastiquait, plus ses mâchoires semblaient lourdes. Il leva les yeux vers Jessie. Elle lui souriait. Après la dernière bouchée, le monde devint flou. Ses mains tremblaient. Une chaleur étrange lui montait au front. Il prit le verre d'eau devant lui et le vida, pensant que cela allait le calmer, mais rien. Il se leva doucement, puis le sol se déroba. Ses jambes cédèrent. Il entendit la chaise tomber, puis le noir. Il sentit un souffle chaud sur son visage, des pas, des murmures. Kevin ouvrit les yeux. Il était allongé dans un cercueil, dans une pièce plongée dans une lumière rougeâtre. Autour de lui, des bougies posées à même le sol, des calebasses ouvertes, des coquillages. Il voulait se relever, mais son corps ne répondait pas. Seuls ses yeux bougeaient. Autour du cercueil, ils étaient là. Jessie, son père, sa mère. Ils tournaient lentement autour du cercueil en chantant. La mère de Jessie versa un liquide sombre sur lui. Et puis, le père de Jessie parla. « Que l'esprit de cet homme serve à ouvrir la porte. Qu'il nous donne 6 mois de paix, 6 mois de prospérité, 6 mois de pouvoir. Que cela soit ainsi, » répondirent les autres en chœur. Ils levèrent les mains. Un souffle glacial traversa la pièce. Kevin sentit quelque chose sortir de sa poitrine. Une pression, un arrachement. La vie quitta son corps. Puis, au-dessus de son corps, son esprit flottait, observait, incrédule. Et Jessie, doucement, s'approcha de son visage. Elle murmura « Tu es pur et parfait, Kevin. » Comme je te l'avais dit. La famille de Jessie n'était pas une famille ordinaire. Elle faisait partie d'une organisation secrète, une secte. Jessie n'était pas une fille chanceuse, tombée amoureuse. Elle était la clé du pacte, l'appât sacré. Chaque cycle, c'est elle qui devait trouver celui dont le sacrifice serait entier, sans soupçon, sans suspicion. C'est elle qui choisissait. C'est elle qui séduisait. C'est elle qui livrait. Le pacte dit que l'or coule tant que les jeunes tombent, qu'un homme meurt pour que le nom de la famille de Jessie vive. Le sang doit être versé dans la paix, pas dans la violence. Voilà pourquoi Jessie traitait Kevin avec soin. Il devait venir de lui-même, manger de lui-même. Une fois le rituel terminé, tard dans la nuit, son corps fut ramené par 2 hommes, sans bruit dans sa chambre. Ils l'avaient déposé dans son lit, comme s'il dormait, le corps vidé de son souffle, le visage calme, et autour, les signes d'une mort propre. Pas de blessure, pas de lutte. Le lendemain, du côté de la mère de Kevin, elle avait toujours dit que son fils et le soleil se levaient ensemble. Chaque matin, dès que Kevin ouvrait les yeux, il appelait sa mère, même pour ne rien dire, juste pour entendre sa voix. Mais ce matin-là, le téléphone était resté muet. Elle avait d'abord pensé à un oubli, mais quand la journée entière passa sans appel, son cœur sut. Le lendemain matin, elle tenta encore de le joindre. Appel après appel, rien. Elle prit un taxi depuis la banlieue. Elle connaissait les lieux, arriva devant la maison, frappa, personne. Kevin lui avait confié une clé secours pour les cas d'urgence. Elle entra. Et là, elle vit son fils, allongé sur le lit, les yeux fermés, le corps froid. « Kevin! Kevin! Mon fils! Kevin !» Elle le secoua, fort, mais son corps ne répondit pas. Il était froid et lourd. Un cri déchira la pièce. Un cri qui ne vient pas de la gorge, mais du ventre. Le quartier s'était levé en courant. Les voisins accoururent. Les curieux se pressèrent. Et très vite, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Kevin est mort. Hein? Le petit Kevin? Mort dans son lit. Comme ça, on dit que c'est le cœur. La ville fatigue les jeunes. Trop de stress, trop
Trop de nuits blanches, c'est comme ça que ces jeunes tombent sans maladie, hein? Mais son esprit, lui, voyait tout, entendait tout, et ne pouvait rien dire. Il flottait, suspendu, tandis que les gens pleuraient ce qu'ils croyaient être une mort naturelle. 2 jours après la découverte du corps, le téléphone de Kevin sonna. Appel entrant, Jessie. La mère de Kevin, en pleurs, incapable de quitter la chambre, restait là, assise à côté. Elle hésita, le cœur battant, puis décrocha. La voix de Jessie était sèche. « Allô, Kevin? Tu réponds enfin? Tu fais quoi depuis 2 jours? Tu ne sais même pas ce que j'ai imaginé. Tu vas m'entendre, hein? » Un silence. « Kevin, réponds, je te parle. » Puis une voix, lente, cassée. « C'est sa mère. »« Pardon, » répondit Jessie. « Mon fils est mort. » De l'autre côté du fil, Jessie ne répondit pas tout de suite. Puis une respiration. « Mort? Mais comment? Quand? Où est son corps? Je veux le voir. Je dois le voir. S'il vous plaît, madame, je vous en supplie. » La mère de Kevin hocha lentement la tête, comme si la voix pouvait la voir. « Si tu veux lui dire adieu, viens au village. On l'enterre dans 2 jours. » Et elle raccrocha. Après les derniers soins mortuaires, le corps fut mis en bière. Un corbillard transporta le cercueil, escorté par les pleurs, les motos, direction, le village natal. Le vieux griot du village avait sorti son tam-tam. Le fils de la ville revient dans le silence. Qu'il trouve la terre douce et que son nom voyage jusqu'aux anciens. Le cercueil fut installé au milieu de la cour familiale. Les femmes du village entonnèrent les chants funèbres. La mère de Kevin ne parlait plus. Elle ne pleurait plus. Elle regardait dans le vide, comme si elle écoutait une voix que personne d'autre n'entendait. Et dans ce vide-là, l'esprit de Kevin tournait encore, prisonnier, présent, mais invisible. Jessie arriva au village. Elle s'approcha du corps, se pencha doucement, déposa une bise sur le cercueil. Puis à voix basse, elle murmura « Tu étais si doux, si parfait. Dommage que ce soit toi. » Personne ne l'entendit. Mais l'esprit de Kevin, lui, était là. Il l'observait, immobile. Jessie pleurait, mais sans larmes. Elle gémissait, mais sans douleur. Et quand elle s'éloigna dans la foule, un sourire discret s'échappa de ses lèvres. Cette même nuit, Jessie quitta le village. Elle n'assista pas à la veillée. Elle ne mangea rien. Elle dit simplement à la mère de Kevin « Je ne peux pas supporter. Trop de douleur. Je vous appellerai. » Elle monta dans sa grosse voiture noire et disparut dans la poussière. Le lendemain, Kevin fut enterré. 1 semaine plus tard, dans un club discret de la ville, elle était là. Jessie. Aucun signe de deuil. Aucun signe de faute. Elle s'assit dans le salon VIP. Elle n'avait pas besoin de parler. Son aura parlait pour elle. Un jeune homme arriva, costume repassé, montre en toque, mais sourire sincère. Il l'aborda. « Tu es toute seule ?» Elle tourna la tête. Lentement, lui sourit. Exactement le même sourire qu'elle avait offert à Kevin quelques mois plus tôt. « Plus maintenant, » dit-elle. Ils s'assit, ils parlèrent, ils rirent. Elle jouait parfaitement, l'innocente curieuse, la jolie fille disponible, un peu mystérieuse. Et dans un coin de la salle, l'esprit de Kevin observait. Il ne savait ni comment, ni pourquoi il était encore là. Peut-être que l'hôtel n'avait pas pris toute son âme. Peut-être que sa colère l'avait retenu. Mais il était là, invisible. Il comprenait. Le cycle, c'est elle, c'est eux. Et je n'étais qu'un nom sur une liste. Puis soudain, un bourdonnement, comme une abeille coincée entre 2 mondes. Puis, une vibration légère, mais insistante, une sonnerie. Kevin ouvrit les yeux en sursaut. Sa gorge était sèche, son dos trempé de sueur. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Ses yeux cherchaient un cercueil, une pièce rouge. Mais non, il était dans sa chambre. Donc tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Oh mon Dieu! Il posa ses 2 pieds au sol, lentement, toucha son torse, son visage. Il était bien vivant, mais son ventre brûlait encore. Et dans sa tête, l'image de Jessie, souriant autour de son cercueil, refusait de disparaître. La sonnerie de son téléphone posé sur la table de chevet retentit de nouveau. Il regarda l'écran. Appel entrant, Jessie. Puis, il répondit. « Allô, Kevin? Tu te fous de moi ou quoi? Il est 20 heures passées, tu devais rencontrer mes parents à 19 heures. Je t'ai attendu. Tu n'as même pas appelé. Tu dors ou quoi? Oui, je me suis endormie. C'est ton appel même qui m'a réveillée. Faut présenter mes excuses à tes parents de ma part. Je serai là dans quelques minutes. » Il raccrocha. Il n'avait pas la force de parler. « Ouf, quel rêve étrange. Heureusement que c'était juste un rêve, » se répéta-t-il. Il composa rapidement le numéro de Fred, son ami. « Mec, tu es où? Rejoins-moi dans 30 minutes. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. C'est sérieux. C'est vital. » Fred n'hésita pas. « J'arrive. Tu sais que je suis toujours là pour toi, frère. » 1 heure plus tard, les 2 jeunes hommes étaient devant la villa de Jessie. Le portail s'ouvrit, sans bruit, exactement comme dans le rêve. Kevin eut un frisson.
son visage tendu par une sensation de déjà-vu, troublante. Ils furent accueillis par la domestique. Elle leur fit signe d'entrer. Dans le salon, la décoration, l'ambiance, tout était identique à la vision. Jessie descendit l'escalier, surprise. « Je croyais que tu allais venir seule ?» lança-t-elle, sourcils légèrement froncés. « Oui, mais j'ai eu un petit imprévu. Je t'expliquerai. Voici mon ami Fred. » Elle hésita puis sourit. « D'accord. » Les parents de Jessie arrivèrent à leur tour. Surprise feinte, accueil poli. Mais un malaise flotta dans la pièce. Kevin le ressentait. Le repas fut servi. La fameuse sauce, la même viande tendre, amère. Fred mangeait, lentement. Jessie l'observait. Kevin, lui, prétexta un besoin pressant et se leva. Dans le couloir, son ventre se noua. Il hésita, puis revint. Et là, il vit Fred, vacillant. Ses mains tremblaient, ses yeux cherchaient de l'air. Il chuta. Dans un éclair, Kevin se rappela le rêve, le cercueil, le sacrifice. La panique le submergea. Il courut, ouvrit une porte, une autre. La maison était un labyrinthe. Finalement, il retourna dans les toilettes, ouvrit la petite fenêtre et sauta. Ses pieds touchèrent la terre. Il courut, sans se retourner. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Un taxi passa. Il le héla. « Commissariat, vite !» Arrivé, haletant, il expliqua. La peur dans ses yeux, la terreur dans sa voix. « Mon ami est en danger. Ils veulent le sacrifier. Je sais que ça paraît fou, mais suivez-moi. S'il vous plaît. » Un des policiers fronça les sourcils. « Comment s'appelle cette famille ?»« C'est Jessie Quadio. » Le silence tomba. Le regard du policier changea. « Tu as bien dit, Quadio ? Il y a eu 2 morts inexpliquées signalées de jeunes hommes dans ce secteur il y a 2 ans déjà. » 2 agents montèrent en voiture. Kevin les guida. Devant la villa, ils sonnèrent. Rien. 5 minutes plus tard, la domestique apparut, impassible. « Ils sont en voyage, dit-elle. » Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux dit calmement « Ouvrez la porte, maintenant ?» Elle hésita et finit par céder. Dans le salon, la table n'était même pas débarrassée. Ils fouillèrent, jusqu'à une pièce dans un couloir. Et là, ils les trouvèrent. Fred, allongé sur une table, inconscient. Autour de lui, Jessie, ses parents, tous en robe rouge, des incantations, des bougies. « Lâchez ça immédiatement !» La mère de Jessie recula. Le père tenta d'expliquer. « Vous ne pouvez pas comprendre. Ce soir, c'est le dernier vendredi du 6e mois. Le pacte, il faut que le pacte soit respecté. » Ils furent menottés, emmenés au commissariat. À l'origine, c'était Kevin qui devait être sacrifié. Mais lorsqu'il s'était présenté avec son ami Fred, la famille avait décidé de les endormir tous les deux. Leur plan était simple, éliminer Kevin comme prévu, puis, au réveil de Fred, lui faire croire qu'il avait dormi très longtemps et que Kevin avait dû partir en urgence. Ce qu'il en était, c'est que le sacrifice devait impérativement avoir lieu le dernier vendredi du 6e mois, selon les termes du pacte. Mais lorsque Kevin prit la fuite, la famille de Jessie se retrouva contrainte d'accomplir le rituel avec Fred, afin d'éviter les conséquences funestes de l'inexécution, la mort. Le lendemain matin, on découvrit les 3 corps, Jessie et ses parents, raides, figés, les yeux grands ouverts dans leurs cellules. Aucune blessure, aucun poison, rien. Mais leurs visages étaient figés dans une terreur glaciale. Kevin, de son côté, veilla aux côtés de Fred à l'hôpital. Il s'en sortit, heureusement. Lorsque Kevin apprit la nouvelle, il murmura, comme pour lui-même. « Donc c'est moi qui allais être votre sacrifice, hein ? Vous avez échoué. » L'homme sage ne court pas derrière ce qu'il ne comprend pas. Il écoute son intuition, même quand elle murmure contre ses désirs. Dans un monde où les ambitions se heurtent souvent aux réalités, il est essentiel de garder un esprit éveillé. La méfiance n'est pas un défaut, c'est une forme de sagesse. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.